Bonjour à tous, on est très heureux d'être avec vous ce matin. Alors la question qu'on s'est posée, parce qu'il faut trouver une question quand on intervient sur ce type de forum, et surtout au Upday, c'était de se dire finalement, quid de la règle de l'unité chère à Boileau, qui était l'unité de temps, l'unité d'action et l'unité de lieu. Et on s'est posé la question de savoir jusqu'où la transformation digitale challengeait cette règle, puisque, on le sait, on a eu il y a 4-5 ans le concept Atawad, à savoir plutôt multiplicité des lieux, multiplicité du temps et multiplicité de l'action. Alors pour répondre à cette question hautement philosophique, nous avons avec nous Aline Roubaud-Demangin, qui est directrice à l'Académie des services internes d'EDF. Alors c'est quoi les services internes d'EDF? C'est toutes les fonctions support. Donc cette académie a pour vocation d'accompagner les collaborateurs des fonctions support dans la transformation. Elle nous en dira quelques mots. À côté, Marianne Descamps, qui est donc la DRH du groupe Link by Net, qui est une belle ETI française, 800 collaborateurs, 70 millions d'euros, avec une présence à l'international. Et là aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'on verra comment une ETI peut s'adapter et se transforme elle aussi. Et puis, pour terminer, Alain Guthauser, qui est le responsable de l'activité PIX. Alors PIX, ça veut dire chez nous PEEX, qui veut dire Digital Employee Experience. Et en fait, c'est comment on accompagne les usages des collaborateurs dans la transformation digitale. Donc c'est ce mixte, je dirais, de ces trois intervenants qui va nous intéresser ce matin. Alors première question justement à Marianne, cette multiplicité du temps, multiplicité de lieux, comment ça se vit concrètement chez Link by Net ? Alors ça se vit déjà par des pratiques, des outils que vous illustrez aussi ici, parce que j'en vois au moins une personne sur deux qui tripote son téléphone portable pendant la séance ce matin. C'est la même chose évidemment pour nos salariés qui ont tous des smartphones, des ordi portables, des accès VPN. Donc quand ils sont chez eux, ils accèdent à leur bureau, à toute la documentation qui est numérisée. On n'a plus de placard avec des dossiers suspendus, ça n'existe plus. On n'a plus de photocopieurs, on n'a plus toutes ces choses-là. Et donc, concrètement, ça a un impact évidemment sur la relation au temps, puisqu'on travaille aussi beaucoup en mode projet, on travaille en méthodes agiles, donc avec des sprints de 15 jours, qu'on soit dans l'informatique ou pas dans l'informatique. D'ailleurs, dans les fonctions support, c'est la même chose. Et ça veut dire qu'on a une relation au temps qui est vraiment dans l'instantané, et ça se traduit dans la manière de travailler, où les délais sont très courts, on s'attend immédiatement à ce que les gens répondent à toute question qui est posée, sinon on est relancé par la messagerie instantanée, on est relancé par le mail, etc. Et donc, c'est vrai que ça change les usages, ça change les relations au travail, et ça change aussi la durée des projets, on reparlera tout à l'heure de l'action, je ne vais pas y revenir complètement. Et ça change aussi les lieux de travail, comment ça se passe. Aujourd'hui, on n'est plus obligé d'être tous ensemble dans le même établissement. Et ça veut dire que je travaille quand je veux, où je veux, sur les sujets que je préfère d'ailleurs. Et ça veut dire que je vais travailler bien sûr dans mon lieu de travail, mais mon équipe potentiellement va travailler à distance, va travailler tôt le matin, va travailler un peu plus tard, parce que on recrute aussi un peu des post-ados, donc le matin parfois c'est un petit peu difficile. On travaille aussi avec des personnes qui sont en télétravail, on travaille avec l'international, donc des gens qui se lèvent 6 heures avant nous ou 6 heures après nous. Donc tout ça, ça veut dire qu'on doit réinventer aussi notre manière de travailler, puisqu'il faut s'organiser différemment. Et on va même jusqu'à des petites originalités dont on avait parlé dans la préparation, qui va être que telle équipe de développement va décider de travailler chez le lead tech autour d'une pizza dans son salon. Donc il faut, voilà, on va s'ouvrir à des nouveaux modes de travail, de coworking, de lieux différents, même dans l'entreprise, prévoir des espaces qui puissent être extrêmement modulables, parce que quand on travaille sur un projet, eh ben, pendant 15 jours, on veut tous se réunir au même endroit, et qui n'est pas son lieu habituel de travail. Donc ça change beaucoup de choses, oui. J'ai oublié de dire que Link by Net, vous accompagnez la transformation des entreprises dans le cloud. Donc quand tu parles de développeurs et autres profils comme cela, c'est normal puisque c'est votre cœur d'activité, entre autres. Aline, toi, justement, alors là on parlait de multiplicité des lieux, du temps, sur l'action chez EDF. Il y a des nouvelles formes de travail, et entre autres avec l'intelligence artificielle et la robotisation. Qu'est-ce que vous faites concrètement chez EDF par rapport à ça et par rapport aux collaborateurs, justement ?
Oui, alors nous, l'intelligence artificielle est déjà là à EDF et elle transforme nos métiers tertiaires de support. Et donc nous souhaitons accompagner les collaborateurs dans cette transformation. Donc nous avons créé depuis 2 ans déjà des ateliers qu'on appelle les rencontres innovation, qui sont des ateliers d'une demi-journée où on amène les collaborateurs à démystifier l'IA, re-questionner leur représentation, prendre du recul et notamment se poser des questions en termes d'éthique. Et alors justement sur l'éthique, quels sont les axes sur lesquels que vous explorez ? Alors, pour travailler là-dessus, on essaye déjà de faire exprimer en fait ce qu'ils ont en tête, aussi bien comme peur, comme envie, comme souhait par rapport à l'IA. Donc, il y a dans nos rencontres innovation, on a beaucoup de temps de débat, en utilisant d'ailleurs des grilles qu'on appelle techno-éthiques, qui ont été créées par l'ICAM, une école d'ingénieurs de Toulouse avec laquelle on travaille. Et donc, on les fait réfléchir à partir de concepts de l'IA qu'on leur a exposés, les domaines d'application de l'IA, on leur montre tout ça et puis on les fait réfléchir, débattre entre eux là-dessus et on les fait aussi manipuler des petites intelligences artificielles qui sont en open source, que les uns et les autres vous pouvez connaître, et on essaye de voir comment ils réagissent. Et notre idée en fait, c'est d'éviter d'avoir des personnes qui sont en adhésion complètement naïve par rapport à l'IA. Par exemple, on leur pose une question dans un exercice, si j'avais une IA, qu'est-ce qu'elle ferait pour moi ? Et là, on se rend compte que dans 80% des cas, les gens disent « Ah là là, elle ferait tout ce qui m'ennuie, tout ce que je veux pas faire, tout ce qui est répétitif. Alors, faire la vaisselle, conduire les enfants au foot, et puis dépouiller tous mes mails qui sont répétitifs, etc. » Et donc, derrière, ils ont le fantasme de l'homme augmenté qui pourrait se recentrer uniquement sur ce qui est valorisant, ce qui apporte de la valeur ajoutée, ou alors ce qu'on considère être le propre de l'homme, qui sont les interactions sociales. Donc ils sont dans ce fantasme-là, et quand on les fait travailler avec les autres, on se rend compte qu'ils peuvent être interpellés sur « mais t'es sûr que dans le boulot, c'est pas intéressant aussi d'avoir des moments où on fait des tâches qui sont plus répétitives, qui demandent moins d'interaction, etc. » Donc voilà, ils sont interpellés par leurs collègues. Alors ça, ce sont sur ceux qui sont en adhésion complètement naïve, et puis de l'autre côté, on veut éviter ceux qui sont dans le refus total. Alors le refus total, ça rejoint ce que nous disait Alexandre en introduction de la matinée. On est très marqué par la filmographie de science-fiction très négative, et donc ces gens-là ont l'impression que finalement ils vont être dominés. Alors on fait ce qu'on appelle un débat mouvant à un moment donné, où on leur dit finalement à la question j'ai peur de devoir obéir à une IA. Et alors là, on voit comment ils réagissent, qui est pour, qui est contre, quels sont les arguments, etc. Et donc, dans tout ce travail-là, ce qu'on essaye de faire, c'est qu'ils prennent du recul et notamment qu'ils prennent conscience que derrière une IA, il y a des valeurs. Et ces valeurs, elles ne sortent pas du chapeau comme ça. Elles ont été portées par un développeur qui a intégré ça dans l'IA. Donc, il faut en avoir conscience. Il faut travailler là-dessus. Vous avez sans doute vu l'article du Monde d'il y a une dizaine de jours qui fait allusion à l'expérience du MIT sur la voiture autonome. C'est-à-dire, est-ce que finalement, s'il y a un risque de collision, s'il y a un risque de collision, est-ce que moi je choisis de me sauver moi parce que je suis conducteur, ou de sauver la vieille dame qui traverse, ou les enfants, ou le jeune homme bien fait, etc. Et donc, du coup, on les fait réfléchir là-dessus parce qu'ils essayent de voir quel serait leur impact à eux s'ils étaient programmateurs, développeurs de cette IA. Donc, d'ailleurs, dans les contextes, le contexte commercial, on a à EDF une petite IA qui aide les chargés de clientèle à savoir quelle est l'humeur de leur interlocuteur. Mais l'humeur de l'interlocuteur, elle se décode. Et donc, c'est intéressant de savoir, finalement, qui a programmé ça. Donc, voilà, ce sont toutes les réflexions qu'on essaye de leur faire travailler. Ou, par exemple, finalement, comment se fait la décision de l'IA. Et on a un groupe de travail à EDF qui a, l'année dernière, proposé au comité exécutif de ne développer des IA que si on était capable de savoir comment elles prennent la décision, pour être sûr qu'il n'y ait pas des boîtes noires et des IA qui décident à un moment donné, le travailleur ne sait plus ce qu'il fait parce que de toute façon c'est l'IA qui décide pour lui.
Puis juste un dernier petit point, si tu me laisses, sur le management, mais après je peux en parler pendant des heures, mais sur le management, c'est très très intéressant de se poser des questions sur le management. Par exemple, comment j'évalue des collaborateurs aujourd'hui et demain surtout. Par exemple, est-ce que il y a de l'équité à évaluer de la même manière un collaborateur qui a une IA hyper performante et un collaborateur qui n'a pas d'IA ou qui a une IA moins performante? Comment je remets en question ma manière d'évaluer? Ou comment est-ce que, par exemple, j'autorise le collaborateur à débrancher l'IA si j'estime que finalement elle va mal intervenir, prendre une mauvaise décision? Bon, je fais ça. Mais finalement, en débranchant l'IA, j'arrive à avoir créé une difficulté. Ah, alors est-ce que je sanctionne le collaborateur ou est-ce que je considère au contraire qu'il faut garder cette possibilité de prise de risque? Donc tu vois, c'est vraiment des questions de fond qui réinterrogent complètement le management. Voilà. Oui, vous êtes extrêmement en avance sur ces sujets en termes de réflexion. Hein, Comment 8 minutes, ouais. Marianne, de ton côté, sur justement cette multiplicité de l'action, comment ça se passe alors pour les collaborateurs chez Link by Night? Alors, je parlais tout à l'heure de temps qui sont très courts et tout notre enjeu, c'est de remettre ça dans des temps plus longs aussi, qui sont le temps de l'entreprise et le temps de l'homme aussi, qui est un petit peu plus long. Et donc, de travailler, alors, parler de managers, de travailler avec les managers sur le fait de donner du sens. Donc déjà, eux qui trouvent leur sens au sein de la chaîne de valeur, et puis qu'ils puissent aussi transmettre ça à leurs équipes pour donner un peu plus de perspective, un peu plus de vision aussi, et que chacun puisse, par son autonomie, s'inscrire et choisir les sujets sur lesquels il va travailler. Puisque l'idée, hein, je reprends, c'était je travaille sur ce que je veux, quand je veux, où je veux. Alors évidemment, dans le monde de l'entreprise, c'est pas toujours très simple, parce qu'il faut que tout aille quand même dans un sens cohérent. Et donc tout l'enjeu du manager, ça va être de donner une perspective commune pour que la personne, avec son intelligence réelle, puisse s'inscrire dans cette cohérence. Et peut-être la seconde chose, si je peux donner un autre exemple par rapport aux managers sur la manière dont ils vont être influencés dans leur management par le digital, ça va être aussi sur cette adaptation à ces nouveaux comportements, de nouvelles pratiques. Je donnerai juste deux exemples. Il y a un premier exemple, pour laisser un peu de temps quand même Alain, il y a un premier exemple qui est quelque chose de très connu sur l'entretien annuel. Progressivement, on passe de l'entretien annuel finalement à des entretiens mensuels qui sont vraiment des one-to-one. Je parlais de sprint tous les 15 jours tout à l'heure. Là, c'est des sprints qui sont plutôt mensuels, mais avoir ce feedback ultra régulier, donc dans le temps. Et puis, alors c'est pas exactement l'espace, mais utiliser le feedback 360 aussi, utiliser l'intelligence des autres, le regard complémentaire pour faire progresser la personne. Donc ça va être une autre manière de faire grâce aux outils digitaux. D'ailleurs, je fais un petit clin d'œil à Talentsoft qui nous ont permis de faire le feedback 360. Mais c'est aussi s'adapter à des temps plus courts. Et la seconde chose, toujours avec cette histoire de temps plus courts et de sujets qui sont très pointus, on a mis en place chez Link by Net des meet and share qui s'adressent à notre communauté de managers, qui sont des rendez-vous qui ont lieu à peu près tous les mois et demi, tous les 2 mois, qui vont se concerner un sujet extrêmement précis. Donc actuellement, c'est l'erreur comme levier de réussite, par exemple, celui qu'on fait la semaine prochaine. Et pendant 1h30, 2 heures, on va réunir la communauté de managers pour les faire échanger sur des bonnes pratiques. Et donc, comme ça, tous les mois et demi à peu près, ils vont pouvoir travailler sur ces sujets-là. Et le précédent, c'était sur le management à distance, justement. Comment manager des équipes à distance, qu'elles soient en télétravail, à l'autre bout du monde, ou bien dans le bureau d'à côté, mais qui ne se déplacent pas. J'ai une question. Quand on a préparé, tu m'as dit que c'est vrai que vous aviez prôné tout ce qui était autonomie du manager, et tu me l'avais l'air de dire que tu revenais un peu sur cette full autonomie. Tu es allé un peu trop loin finalement. Donc je voulais savoir si tu pouvais partager ce point. Oui, effectivement, on s'est emballé sur l'entreprise libérée en imaginant que tout le monde était capable d'aller, avait la maturité de gérer une forme d'autonomie.
Alors c'est hyper naïf, évidemment, on s'en est aperçu en le testant. Et l'idée, effectivement, c'était d'aider les managers, déjà en les aidant sur la vision, en leur donnant aussi un kit d'explication sur la stratégie de l'entreprise, et puis de les aider par rapport à leurs équipes à détecter qui en est où en termes de maturité ou en termes de motivation, de besoins, et de ne décentraliser le centre de responsabilité de prise de décision qu'auprès de personnes qui sont capables ou qui ont envie effectivement de prendre cette autonomie, de prendre des décisions et de les assumer derrière. Donc effectivement, à chacun son rythme aussi. On est dans l'individualisation finalement du manager. Alain, quand tu entends Aline et Marianne, au regard des entreprises que tu accompagnes, est-ce que c'est duplicable ça finalement ? Alors, il y a différents sujets. En fait, on voit qu'il y a des choses très en avance par rapport à, si on prend ce qu'on ressort dans le baromètre Digital Workplace de cette année, on se rend compte que, en fait, par exemple, le télétravail, on nous dit là, c'est presque à outrance, le télétravail, c'est 7% des collaborateurs qui sont aujourd'hui concernés par le télétravail en France. Donc on est très très loin de ce type de pratique. Donc on voit qu'il y a une grosse marge de progression et qu'effectivement, lorsqu'on mettra en place ce télétravail, il faudra profiter finalement de cette expérience que peuvent avoir les précurseurs pour accompagner le mieux possible ces chantiers-là. Parce que finalement, ce dont on se rend compte, c'est que, et c'est les attentes aussi des collaborateurs, c'est d'être mieux accompagnés de manière plus individualisée, plus pertinente, plus ciblée sur leurs besoins propres. Donc là, on retrouve un peu cette consumérisation finalement du collaborateur. Il devient lui-même en attente vis-à-vis de son employeur, vis-à-vis de l'entreprise dans laquelle il travaille, d'un comportement tel qu'il peut l'avoir lorsqu'il est en train d'acheter un produit sur le marché. Donc on retrouve ce positionnement-là. Donc le positionnement des RH, des managers, doit complètement aussi changer, se transformer aussi dans ce sens-là. Je ne pense pas qu'on puisse tout accepter, même si peut-être les choses évolueront beaucoup, mais l'idée est bien de se dire comment on avance aussi dans cette libéralisation qu'on donne à nos collaborateurs, comment on les laisse plus autonomes sur un nombre de sujets, tout en les maintenant dans un cadre, parce que l'entreprise, c'est aussi un cadre qui a des objectifs et qui a des fonctions à réaliser. Donc c'est ces questions-là qui ressortent un peu du baromètre, et on voit vraiment que ces sujets-là vont être des sujets clés dans la nécessité d'accompagner les collaborateurs dans cette transformation digitale. On le voit ici en anticipant de manière remarquable, je pense, chez EDF, parce que on est depuis 2 ans déjà en train de travailler sur des sujets d'IA, alors que l'IA commence à peine à émerger. Quand on interroge le corpus en France, c'est quelques pourcents qui connaissent le mot IA. Ils en ont entendu parler, et encore, ils ne savent même pas à quoi ça va leur servir. Là, on est déjà bien en avance, et c'est bien dans ce sens-là qu'il faut aller. Il faut porter ces sujets en amont si on veut pouvoir transformer des expériences du collaborateur au quotidien dans sa façon de travailler de demain. Ce n'est pas en plaquant les solutions sur les collaborateurs qu'on va apporter des réponses. En fait, on revient finalement de la même façon que lorsqu'on a mis en place les plateformes collaboratives dans les organisations. C'est encore des sujets d'actualité pour certains. C'est des sujets qui ont déjà plusieurs années pour d'autres organisations. C'est des sujets sur lesquels le collaborateur, sur des sujets qui peuvent sembler être finalement aujourd'hui l'outil banal du quotidien du collaborateur, c'est des sujets sur lesquels le collaborateur se sent mal accompagné. Plus de 50% des collaborateurs estiment ne pas être bien accompagnés sur ces transformations-là, alors que peut-être pour chacun d'entre vous, ça semble complètement acquis et déjà naturel de travailler sur ces plateformes collaboratives. Donc on en revient finalement à un questionnement, c'est comment on embarque l'ensemble des collaborateurs dans cette transformation digitale, comment on laisse personne derrière. Certaines compagnies avec lesquelles on travaille ont ce point d'ancrage fort en disant notre objectif, c'est de ne laisser personne derrière. Pour le coup, c'est un positionnement sociétal important de certaines compagnies. Toutes les compagnies n'ont pas forcément cet objectif-là. Mais comment on fait pour embarquer nos collaborateurs dans cette transformation digitale ? Et les attentes aujourd'hui qui ressortent, en conclusion, c'est simplement de l'individualisation, du management et de l'accompagnement de proximité, et des nouvelles façons de les accompagner qui soient plus en phase, je veux dire, avec la manière dont ils ont l'habitude de travailler et de vivre au quotidien. Et c'est ça aujourd'hui, les tendances qu'on va retrouver dans l'accompagnement du collaborateur. C'est du local, du personnel et on va dire de l'intelligent qui prend en compte en fait l'ouverture qu'on va donner aux collaborateurs. Parfait. Eh bien, écoutez, merci beaucoup à tous les trois et puis merci pour ces témoignages. À bientôt.